Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une initiative économique en Algérie, le programme Open Innovation. Bonjour, oui, on va analyser ça à partir d'extraits d'un document de présentation. Il semblerait qu'il soit de Hachini Mohamed de Green Incubator. C'est ça. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu le truc. Pourquoi ce programme? Comment il est censé fonctionner? Et qu'est-ce qu'il vise, au fond, pour les entreprises là-bas? Absolument. Et d'ailleurs, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est l'incitation fiscale. Le document, il insiste pas mal là-dessus. Ah oui, la fameuse carotte fiscale, comme on dit parfois. On parle d'une déduction qui peut aller jusqu'à 30% de l'IBS, l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Exactement, 30%. C'est pas rien. Ça mérite qu'on creuse un peu. Carrément. Alors, commençons par le début. Pourquoi ce programme Open Innovation? Pourquoi l'Algérie met ça en place maintenant, d'après ce qu'on lit? Alors, le texte met en avant plusieurs raisons fondamentales. D'abord, une volonté très claire de, booster l'investissement privé en recherche et développement. La R&D, quoi. Ok, la R&D comme levier. Classique, mais important. Voilà. C'est vu comme essentiel pour être compétitif, pour une croissance durable, ils disent. Ensuite, l'idée, c'est d'encourager l'innovation au sens large, pas juste la R&D pure et dure en labo. Innover plus largement. Oui. Et enfin, il y a cette ambition de moderniser tout le système de production nationale. L'idée derrière, on sent que c'est de vouloir provoquer une vraie transformation dans les entreprises. Moderniser, stimuler, ce sont des mots forts. Est-ce que le document donne des indices sur le contexte? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a une espèce d'urgence qui transparaît? Le mot urgence n'est pas utilisé, non. Mais par contre, il qualifie l'open innovation d'incontournable pour les entreprises algériennes. Ah oui, incontournable. Oui, et ce mot, il est fort. Ça suggère que c'est pas juste une option, mais vraiment une voie stratégique nécessaire. Et le texte relie ça directement à la compétitivité. Logique. Dans le monde actuel, l'innovation, c'est plus une option. C'est ça. C'est un facteur clé pour se différencier, voire pour survivre économiquement. Incontournable donc. C'est noté. Et à part la compétitivité globale, il y a d'autres enjeux précis qui sont mentionnés? Oui, la source parle explicitement du besoin d'accélérer la transformation digitale. Ça aussi, c'est un impératif partout. Bien sûr. L'open innovation est vu comme un moyen d'y arriver plus vite. Et puis, il y a cette expression, inscrire les entreprises dans une dynamique d'innovation durable. Innovation durable, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Le document détaille? Pas vraiment dans les extraits qu'on a. C'est un peu vague. Ça suggère une vision à long terme. Ça pourrait être économique, mais peut-être aussi sociale, environnementale. Difficile à dire sans plus de détails. D'accord. Bon, en tout cas, la vision est large. Compétitivité, digital et cette idée de durabilité. Et pour faciliter tout ça, il y a même une plateforme web, c'est ça? www.innovation.gov.dz. Tout à fait. Une plateforme dédiée. Ça montre une volonté de structurer et de centraliser l'info. Probablement pour que les entreprises s'y retrouvent plus facilement. Ok, ça rend les choses plus concrètes. Bon, on a vu le pourquoi, maintenant le comment. Comment ça marche ce programme? Surtout cet avantage fiscal dont on parlait au début. Alors le cœur du réacteur, on peut dire, c'est cette incitation fiscale. La base légale est donnée, article 171 du Code des impôts. Et il y a aussi un arrêté interministériel du 9 mai 2023 qui précise les choses. D'accord, article 171 et un arrêté 2023. Voilà. Et le principe, il est assez simple sur le papier. Les dépenses qu'une entreprise fait en R&D, eh bien, elle peut les déduire de son bénéfice imposable, avant de calculer l'impôt, donc. Ok, déduction des dépenses R&D. Mais c'est là qu'intervient la partie Open Innovation, j'imagine. Ce n'est pas que la R&D faite en interne, tout seul dans son coin. Exactement. Et ça, c'est vraiment le point clé souligné dans le document. La déduction, elle marche aussi, et c'est ça l'ouverture, pour les dépenses liées à des programmes d'open innovation, c'est-à-dire menés en collaboration avec des partenaires extérieurs. Ah, voilà l'Open. Et qui sont ces partenaires? Le texte est précis? Les startups et les incubateurs qui sont labellisés. Labellisés par le ministère concerné, visiblement. Labellisés, ça veut dire qu'il y a une sorte de sélection, de validation officielle de ces startups et incubateurs. C'est l'interprétation la plus logique, oui. Ce label, ça sert sûrement à orienter les entreprises vers des acteurs de l'écosystème qui sont jugés, disons, crédibles ou stratégiques par les autorités. Ça garantit une certaine qualité des partenaires. D'accord, ça flèche un peu les collaborations. Donc le message, c'est innovez chez vous, mais aussi ouvrez-vous et bossez avec cet écosystème labellisé. C'est tout à fait ça.
L'ouverture est activement encouragée par le dispositif fiscal. Et ce plafond de 30% de l'IABS, alors, comment on l'interprète? Est-ce que le document donne l'impression que c'est vraiment un gros levier suffisant pour faire bouger les entreprises? Le document le présente comme l'incitation majeure, oui. Et 30%, objectivement, c'est significatif. Oui, c'est pas symbolique. Non, pas du tout. Pour une boîte qui paye l'IBS, réduire son impôt de presque un tiers, ça peut faire une vraie différence. Ça libère de la trésorerie, ça rend des projets d'innovation qui sont toujours un peu risqués plus faciles à justifier financièrement. Ok, le ton du document suggère que c'est vu comme un vrai catalyseur, un signal fort envoyé aux entreprises. Allez-y, investissez dans l'innovation et la R&D, on vous aide. Un catalyseur financier donc. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que le document parle d'autres bénéfices pour les entreprises qui jouent le jeu de l'open innovation, au-delà de payer moins d'impôts? Oui, et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça dépasse la seule carotte fiscale. Le texte parle d'études de cas. Bon, on n'a pas les détails dans nos extraits, malheureusement. Dommage. Oui. Mais ces études montreraient des bénéfices très concrets, opérationnels et stratégiques. Le premier, c'est les gains de productivité. Des gains de productivité, ok, comme via quoi? Eh bien, via l'intégration de technologies innovantes, celles qui viennent justement de ces projets de R&D ou des collaborations avec les startups, etc. L'idée, c'est que l'innovation se traduise par une meilleure efficacité, tout simplement. D'accord, logique. Améliorer l'efficacité opérationnelle. Quoi d'autre? Il y a aussi la réduction des coûts. Et là, le mécanisme mis en avant, c'est la mutualisation des ressources et des compétences. Ah, la mutualisation. Oui, c'est un concept clé de l'open innovation. Au lieu de porter seule tout le poids d'un développement, une entreprise partage les risques, les coûts, et elle accède à des expertises qu'elle n'a pas forcément en interne. Cette idée de mutualisation, elle est importante. Est-ce que ça suggère que c'est une réponse à une difficulté pour les entreprises algériennes de financer seules de gros projets R&D? Le texte ne le dit pas comme ça, mais on peut le lire entre les lignes, oui. Mettre en avant la mutualisation comme un bénéfice, ça laisse penser que ça répond à un besoin. Partager les coûts, ça rend l'innovation plus accessible, surtout peut-être pour les PME ou dans des secteurs où la R&D coûte cher. Ça se tient. Et il y avait un troisième bénéfice, vous disiez. Oui, l'accès à de nouveaux marchés. Le document parle de co-création et d'innovation collaborative pour y arriver. Co-création. L'idée, c'est qu'en s'associant, par exemple, avec une start-up qui a une idée géniale ou qui connaît très bien une niche de marché, bah, une entreprise plus classique peut développer de nouvelles offres ou toucher des clients qu'elle n'aurait jamais atteints toute seule. La collaboration ouvre des portes commerciales. D'accord. Donc, on a un trio de bénéfices assez solide. Productivité, maîtrise des coûts par la mutualisation et accès à nouveaux marchés via la collaboration. Ça donne une bonne idée de ce que le programme espère déclencher. Alors, maintenant, pour que ça arrive, il faut des projets concrets. Quels types d'innovations sont visés? Est-ce qu'on parle juste de high-tech? Alors là, justement, la palette est assez large et c'est un point intéressant du programme tel qu'il est décrit. Bien sûr, il y a les actions technologiques et numériques. Ça, on s'y attendait. Oui, le texte insiste même sur l'intégration des technologies émergentes. Et il donne des exemples. IA, blockchain, IoT, Industrie 4.0. Donc oui, l'accent est mis sur la modernisation technologique. Ok, le digital, la tech de pointe. C'est classique. Mais ça s'arrête là. Eh bien non. Et c'est là que ça devient, je trouve, particulièrement pertinent. Le document cite aussi les actions organisationnelles et managériales. Ah, organisationnel et managérial. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'améliorer ses processus internes, revoir sa structure, adopter de nouvelles méthodes de travail, de management, tout ça, ça peut aussi être vu comme de l'innovation éligible. Intéressant. Donc l'innovation, c'est pas seulement le produit final ou la techno, c'est aussi la façon dont l'entreprise fonctionne. Voilà. On sort un peu du cliché de l'inventeur dans son garage. L'amélioration de l'organisation, c'est reconnu. Et ça n'est pas tout. Il y a encore autre chose. Oui, le texte ajoute les actions liées au marketing et à l'expérience client. Donc, innover dans sa façon de vendre, d'interagir avec les clients, de construire la relation client, ça aussi, c'est valorisé. Technologique, numérique, organisationnel, managérial, marketing, expérience client. Ça commence à faire beaucoup. C'est très large. Oui, et pour être sûr de ne rien oublier et de laisser le maximum de flexibilité, le document termine cette liste par une phrase très très ouverte, ainsi que toute action d'innovation répondant aux besoins de l'entreprise. Ah, voilà la phrase clé. Toute action d'innovation répondant aux besoins de l'entreprise.
Ça ouvre vraiment la porte, non? Ça suggère une énorme souplesse. Absolument. C'est peut-être un des aspects les plus malins du programme, en ne se limitant pas à une définition étroite de l'innovation, genre que la techno ou la R&D pure, mais en incluant l'organisation, le management, le marketing, et en ajoutant cette clause fourre-tout, si on peut dire. Oui, c'est un peu ça. Eh bien, le programme semble vouloir coller aux réalités très diverses des entreprises algériennes. Une PME n'a pas les mêmes besoins qu'un grand groupe, une entreprise de service n'innove pas comme une entreprise industrielle. Et cette flexibilité, ça pourrait aider à ce que le programme soit adopté plus largement, pas seulement par les grosses boîtes ou celles qui sont déjà dans la tech. C'est clairement l'idée, oui. Une PME qui réorganise sa production pour être plus efficace, action organisationnelle. Une boîte de service qui améliore son parcours client avec du digital, action, marketing, expérience client. Ou une entreprise agricole qui utilise des capteurs connectés, action technologique. Toutes pourraient en théorie rentrer dans le cadre et avoir l'incitation fiscale. Si elle collabore avec les fameuses entités labellisées pour la partie Open Innovation, j'imagine. Exactement, c'est la condition pour l'aspect ouvert. Mais cette approche large, elle est probablement pensée pour stimuler l'innovation partout dans l'économie.